Françoise Athénaï de Rochechouart de Mortemart ne naquit pas simplement au sein de la noblesse. Elle naquit avec la certitude, inscrite dans ses gènes, que son sang surpassait en pureté celui des Bourbons qui occupaient le trône. Le 5 octobre 1640, au château de Tonnay-Charente, elle respirait déjà l'orgueil d'une lignée qui, par ses alliances, remontait aux temps les plus reculés de la féodalité. Son père, Gabriel de Rochechouart, duc de Mortemart, pair de France, était l'esprit le plus affûté du grand siècle, un homme dont la répartie cinglante terrassait les salons plus sûrement qu'une estocade. C'est de lui qu'elle reçut cette lame, cet esprit Mortemart qu'elle maniait comme un sceptre. À l'abbaye royale de Sainte-Marie de Saintes, où elle fut envoyée dès 1652, les religieuses croyaient lui enseigner la docilité. Elles lui offrirent, sans le savoir, la rigueur intellectuelle nécessaire pour polir son esprit. Elle y dévora les auteurs antiques, et dans un geste de rébellion identitaire qui stupéfia sa famille, elle se rebaptisa elle-même Athénaï. Ce n'était pas une coquetterie, c'était une déclaration de souveraineté. Elle serait la déesse de la stratégie, et non une spectatrice de l'histoire. Elle affirmait alors avec ce mépris des convenances qui ne la quitterait jamais, « Dieu ne se donnera jamais le courage de damner une personne de ma qualité ». Lorsqu'elle entra au service de la reine Marie-Thérèse en 1664 en qualité de dame du palais, elle ne cherchait pas à servir, elle cherchait à s'emparer des leviers du pouvoir. Son mariage en 1663 avec Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan, fut un calcul mal ajusté. Ce cadet de Gascogne était un homme d'une beauté fatale, mais dépourvu de la fortune nécessaire pour maintenir son rang. Ses dettes de jeu, ses emportements de fanfaron et sa jalousie de parvenu ne furent que le décor nécessaire pour faire ressortir l'éclat d'Athénaï. Quand il a osé parader avec ses cornes de cerf et ses carrosses de deuil, il ne l'a pas humilié, il a révélé sa propre bassesse. Il alla jusqu'à se rendre à Versailles, vêtu de noir, pour déclarer devant le roi, dans un accès de fureur théâtrale, « Sire, je suis venu chercher ma femme que vous m'avez prise. » Il finit par faire célébrer un service funèbre pour Athénaï, distribuant des pièces d'or aux enfants du village en leur disant « Priez pour l'âme de votre mère, elle est morte au péché. » Athénaï mena alors une bataille légale épuisante pour obtenir, en 1674, une séparation de corps et de biens, protégeant sa fortune comme une forteresse face à ses caprices de joueur. Lorsqu'elle supplanta Louise de la Vallière en 1667, le roi Soleil découvrit enfin ce qu'était une femme qui ne craignait ni le scandale, ni la puissance du trône. Dans l'appartement des bains, sanctuaire de marbre de Carrare, de bronze doré et de miroirs sans fin, elle ne se contentait pas de briller, elle gouvernait. Son antichambre était une salle de conseil où elle débattait de stratégie, lisait les dépêches et dictait les nominations aux ministres, notamment Colbert et Louvois. Elle fut le pivot du soutien aux arts, protégeant Molière contre les dévots, imposant Racine à la scène et soutenant Lully dans la création de l'opéra à la française. Sans elle, le grand siècle n'aurait été qu'une suite de courbettes mornes. Ses robes, brodées de fil d'or si lourds qu'elle en paraissait une idole de métal, exigeaient 2 servantes pour ses déplacements. Elle était la seule à oser hurler après le roi, à briser des vases de prix lors de scènes de jalousie homérique. Une fois, lors d'une dispute dans ses appartements, elle aurait jeté un objet précieux à la figure du roi qui avait renversé une table de jeu. Elle lui aurait alors lancé « Si votre majesté ne sait pas se tenir, qu'elle retourne aux affaires d'État, je m'occuperai des divertissements. » Le roi, au lieu de la chasser, restait fasciné par cette audace. Elle fit bien plus. Entre 1669 et 1675, elle donna naissance à 7 enfants du roi, et par un tour de force juridique et diplomatique, elle obtint leur légitimation par lettre patente enregistrée au Parlement, ancrant son sang dans la dynastie des Bourbons pour l'éternité. Toutefois, le destin a ses revers. L'erreur d'Athénaï fut d'introduire la veuve Scarron, future madame de Maintenon, dans l'intimité de ses enfants, la chargeant de leur éducation. Elle observe aujourd'hui cette rivale avec un dédain imperceptible. Elle avait le calme des eaux croupies, cette dévotion feinte qui masquait une ambition de fer, là où Athénaï avait l'éclat du brasier. Elle disait d'elle, elle n'est pas faite pour les grands sentiments, elle est faite pour les sacristies. Elle n'a pas conquis le roi, elle l'a apprivoisé comme on apprivoise un animal blessé avec de la nourriture fade. L'affaire des poisons, théâtre de l'ombre ouvert en 1679 où l'on parla de messes noires pratiquées par l'abbé Guibourg et de poudres aphrodisiaques, fut le pivot de sa chute. Louis XIV, pour préserver la stabilité de son royaume, préféra sacrifier la passion sur l'autel de la raison d'État. Pour Gabriel Nicolas de la Reynie, lieutenant général de police, il fallait un bouc émissaire, et la marquise devint la victime idéale dans les dossiers secrets de la Chambre ardente. En 1691, contrainte de quitter Versailles, elle entama ses 16 dernières années de rachat au couvent des filles de Saint-Joseph à Paris. Elle remplaça les diamants par le silice, cette ceinture de crin qui lacérait sa peau à chaque mouvement, un rappel constant que la beauté est périssable. Elle confia à une religieuse « J'ai porté des robes d'or pour éblouir les hommes, je porte aujourd'hui le cilice pour que Dieu ne soit pas trop aveuglé par ma présence. »
Elle exigeait qu'une forêt de bougies brûle en permanence autour de son lit pour fuir l'obscurité. Elle disait à ses servantes « Si je dors, veillez, car le passé est un loup qui ne dort jamais ». Elle s'éteignit le 27 mai 1707 à Bourbon-l'Archambault, lors d'une cure thermale destinée à soulager ses douleurs. Lorsqu'un courtisan vint annoncer la nouvelle au roi avec une tristesse feinte, Louis XIV, sans même lever les yeux de ses papiers, répondit simplement « Elle était morte pour nous depuis fort longtemps. Qu'on n'en parle plus ». Pourtant, elle savait qu'elle avait gagné. Elle ne fut jamais une femme soumise à son destin, mais une stratège qui a su que la véritable victoire n'était pas la tranquillité des jours, mais l'incendie que l'on allume. Aujourd'hui, alors que son sang coule dans les veines des souverains d'Europe, par ses filles légitimées, notamment Françoise-Marie de Bourbon, duchesse d'Orléans, qui ont rejoint les maisons d'Orléans, d'Espagne et de Savoie, elle contemple ce récit avec la distance d'une reine qui a su exiger d'être, plus qu'une favorite, le centre gravitationnel de son siècle.